Vous écoutez Au cœur des tiers-lieux, les éclaireurs de la transformation écologique, un podcast de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Partons en immersion dans des tiers-lieux implantés en ruralité, manufactures de proximité, fabriques de territoire, tiers-lieux ressources, circuits courts, tiers-lieux nourriciers ou culturels, et voyons comment ces lieux agissent pour la transformation écologique, sociale et solidaire du territoire. Salut, je suis Richard et dans cet épisode d'Au cœur des tiers-lieux, nous partons à Argentonnay dans les Deux-Sèvres pour visiter la Colporteuse, tiers-lieu atypique installé dans un petit château du Moyen-Âge. J'ai rendez-vous avec Mathieu, un des fondateurs de ce tiers-lieu. Bonjour, je cherche Mathieu. C'est là. Salut, c'est Richard. Ouais, salut Richard. Ça va? Bienvenue, ça va? Très bien. Merci. Moi je suis Mathieu, je travaille à la Colporteuse depuis le début, ça fait 18 ans. Je fais partie de l'équipe de cofondateurs et après avoir été sur d'autres missions, notamment président au début, après directeur pendant 15 ans, maintenant je suis coordinateur de tout ce qui est accueil de groupe et formation. Donc mon job c'est d'être le réceptacle en fait des différentes demandes de structures qui veulent venir faire des projets au château, participer à nos ateliers, nos pièges à ennui, ou des stagiaires de la formation qui veulent venir s'inscrire à un stage. Donc je leur présente le champ des possibles, je le traduis en propositions, planning, et après je travaille avec l'équipe. Ça comporte aussi le fait de faire des chantiers aussi, et puis de s'occuper de la scénographie du château et de la rénovation des différents sites. L'histoire commence en mai 2007, où 3 amis se réunissent un soir tous les 3 à l'heure de l'apéro, avec leur diplôme en poche. Un diplôme dans le domaine de l'éducation populaire. Et tous les 3 à se questionner sur ce qu'ils allaient faire après, avec l'envie de faire quelque chose ensemble, sans savoir vraiment trop quoi. Et puis ils décident tous les 3 d'écrire leurs idées sur des petits papiers, et de mettre ces papiers dans une boîte. Dans une boîte qu'ils ouvriront que le lendemain matin. La soirée passe, le lendemain matin arrive, ils ouvrent cette fameuse boîte pour découvrir les petits papiers et les fameuses idées. Et à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils ont envie tous les 3 de créer une association sur le territoire de l'Argentonnay, là où nous sommes, pour proposer des activités à destination des habitants, pour lancer une dynamique sociale et culturelle, créer du lien entre les acteurs du territoire, les associations, les entreprises, les institutionnels, les gens, tous ceux qui vivent ici, sur l'Argentonnay. Et ils commencent à rédiger un projet noir sur blanc, avec plein d'idées. Je crois que l'idée de départ, c'était vraiment d'avoir un lieu culturel, avec un bar, où on pourrait faire de la diffusion culturelle, de spectacles contés, musique et tout ça. Et puis très vite, ça s'est changé en projet de transmission et d'échange, parce qu'il a bien fallu rénover, il a fallu consolider, il a fallu refaire, et c'est des compétences qu'on n'avait pas spécialement. Donc il y a des gens qui ont été attirés par ça, on s'est entouré de personnes, et du coup ça a fait que d'un projet certes culturel, où on continue la diffusion, on est arrivé plutôt sur un projet de partage de savoir et d'échange de pratiques. Ils commencent à réfléchir à un lieu pour s'installer, pour commencer concrètement à développer l'association. À l'époque, il y a 18 ans, ils ont entendu dire que ce château ici, le château de Sanzay, était inoccupé et laissé à l'abandon. Plus personne ne vivait ici. Le lieu était laissé en ruine et propriété de la mairie d'Argenton-les-Vallées. Alors quand ils ont entendu dire que ce château était inoccupé, ils ont eu envie de s'y installer. Forcément, ça fait rêver un petit château. Ils ont réussi à prendre rendez-vous avec la maire de l'époque pour présenter leur projet et demander l'autorisation de s'installer ici au château de Sanzay. La maire a écouté donc la présentation de leur projet et très emballée, elle leur a dit oui tout de suite. Ils sont donc ressortis tous les 3 avec le plus gros trousseau de clés de la mairie d'Argenton, les clés du château de Sanzay. Là, on est dans une sorte de ce que j'appelle moi parfois un petit château de Playmobil. C'est-à-dire que c'est pas un grand château, ça fait 5000 mètres carrés, mais c'est un château, une enceinte en fait médiévale entourée de douves de protection avec un pont d'entrée. On rentre par un châtelet avec 2 tours et on se retrouve dans une cour assez magique qui ressemble pour moi un peu à une place de village avec le logis seigneurial qui est un peu le symbole de l'église, de la chapelle, et des petites dépendances qui font tout le tour du château, anciennes dépendances de ferme que nous on a transformées en espace d'activité et d'animation. Et du coup, on retrouve ici tous les éléments de la vie, quoi, la pierre, la poutre, l'eau, la végétation, les arbres, la nature. Et c'était surtout un site qui était en ruine il y a 18 ans et qui nous a offert un magnifique terrain de jeu
pour de la participation collective à la rénovation, reconstruction, réflexion de qu'est-ce qu'on pourrait en faire et comment on pourrait lui redonner de la vie en y accueillant des gens, en leur remettant un petit peu au goût du jour, c'est-à-dire qu'ils prennent pas l'eau, qu'ils prennent pas l'air, qu'ils puissent être chauffés et confortables en fait. Ni une ni deux, ils sont arrivés ici pour découvrir les espaces. Et porte par porte, ils ont déverrouillé les salles du château. La première porte qu'ils ont ouverte, c'est la porte qui est aujourd'hui les sanitaires. Et quand on ouvre cette porte, on arrive sur un escalier. Cet escalier a attiré leur attention tout de suite. Ils ont eu envie de monter à l'étage. Et à l'étage, ils ont découvert 2 grands greniers. Du bazar, de la poussière, des objets. Et dans un des greniers, quelque chose dans le coin de la pièce a attiré leur attention. Une grosse malle en bois verrouillée avec un cadenas. Alors là, l'imagination commence à fonctionner. On se dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir de caché dans cette malle avec un cadenas? Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Donc ils ont réussi à casser le cadenas avec une grosse pince, à ouvrir le couvercle de la malle. Et là, rien. La malle était vide. C'est bizarre. On met pas un cadenas sur une malle vide. Et il y en a un des 3 qui était peut-être un peu plus malin que les autres, qui a commencé à tâtonner à l'intérieur de la malle et qui s'est rendu compte qu'au fond, ça sonnait creux. Et qu'il y avait peut-être un double fond dans cette malle, justement. Ils ont défait les petites lattes de bois qui étaient au fond, et là, ils ont découvert un espace. Et ils ont découvert leur futur trésor, justement. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut trouver dans une malle, dans un château médiéval, dans le double fond d'une malle? Des plans souterrains, des choses comme ça. Non. Ouais, on est un peu dans le thème, ouais. Non, mais des écrits. Oui, des écrits, tout à fait. C'est ça. Alors vous me proposez même pas les pièces d'or, les bijoux, les armes. Moi, ça m'a traversé. Ça m'a traversé. C'était forcément quelque chose. Des écrits, un grimoire. Ils ont ouvert le grimoire et ils ont commencé à découvrir une partie de l'histoire du château de Sanzay qui raconte qu'aux alentours de l'an 800, un seigneur ici a marqué les lieux, le seigneur Radulf de Sanzay. L'histoire raconte que ce seigneur avait une particularité, c'est qu'il laissait son pont-levis toujours ouvert. Jour et nuit, les gens pouvaient aller et venir, comme bon leur semblait, pour participer à la vie du château ici. C'est un seigneur qui organisait beaucoup de fêtes, de banquets. Il y avait toujours de la musique, des spectacles dans la cour du château. C'était très animé. Ça a duré des années comme ça, et du jour au lendemain, sans qu'on ne comprenne pourquoi, les gens ont déserté les lieux. Les gens sont retournés chez eux pour se recentrer sur leur propre maison, leur propre famille, à refermer les volets, à moins discuter avec les voisins, et à même à construire des murs entre les maisons. Plus personne ne venait au château, laissant le seigneur Radulf, seul, ici s'ennuyant à mourir. Cette histoire à l'époque est arrivée aux oreilles des colporteurs. Les colporteurs, ça existe depuis la nuit des temps. Il y a plein de colporteurs différents, il y a plein d'identités de colporteurs, mais ce qui est commun en tout cas chez ces gens-là, c'est cette idée d'itinérance, de voyage. Un colporteur, c'est un vagabond qui va aller de village en village pour aller à la rencontre des gens, pour apporter des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, pour raconter des histoires, pour vendre des objets en tout genre. Et les colporteurs à l'époque ont entendu cette histoire du seigneur Radulf, seul dans son château. Ils ont eu envie de faire quelque chose et il y a un premier colporteur qui est arrivé ici. Il s'est approché du seigneur Radulf et il lui a soufflé à l'oreille « Moi, Radulf, je m'appelle Oscar et je vais rester ici pour créer un piège à ennui. » Piège à ennui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un piège à ennui. Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une activité, quelque chose que l'on fait où on ne s'ennuie pas, quelque chose qui piège l'ennui. Je suis Nathalie, directrice de la Colporteuse depuis 4 ans maintenant. La Colporteuse, c'est pas qu'un tiers-lieu, c'est aussi un centre socioculturel et un organisme de formation. On est école de la transition écologique, donc on a plusieurs activités qui font l'ensemble du projet de la Colporteuse. On est sur le territoire de l'Argentonnais, du Bocage-Bressuiret, département des Deux-Sèvres. Notre action du centre socioculturel, elle est à l'échelle du bassin de vie d'Argentonnais. Donc on a une mission d'animation du territoire auprès des jeunes et des familles. Notre fonction de tiers-lieu, c'est plutôt de développer des activités économiques sur le territoire, notamment en lien avec le réemploi, le recyclage et la réutilisation.
Et puis on a aussi la partie organisme de formation. On est l'école Être des Deux-Sèvres, la première en Nouvelle-Aquitaine. Et donc là, on propose des formations au métier de la transition écologique. On s'est diversifié parce qu'on a fait des rencontres, on a rencontré des gens, on a ouvert des portes en fait. On a ouvert des portes à un lieu des possibles, un lieu où on pouvait avoir des idées, où on pouvait venir les partager. Nous, on avait une trame, c'était celle de faire de la programmation culturelle, d'organiser des petits événements dans le site, type un concours de la soupe, un concert, un petit festival, et de faire quelques chantiers de jeunes. Et après, il y a des gens, ça a marché en fait, quand on ouvre les vannes de la participation, il y a des gens qui s'en saisissent. Et il y a des gens qui sont venus un jour, par exemple, ils avaient la passion des abeilles, on en a fait une mielerie associative. Quelqu'un a eu l'idée, avec la cire d'abeille, de faire du savon, on en a fait un projet autour du savon. Et ainsi de suite, comme ça, les envies citoyennes, les envies populaires sont venues agrémenter, développer notre projet. C'est-à-dire qu'on fonçait à tête baissée sans parfois trop réfléchir. Et c'était hyper chouette parce qu'on avait une grande liberté et plein de projets qui se mettaient en place. Mais ça pouvait faire mal, parce que des fois quand tu réfléchis pas, tu te prends un mur, ça fait mal. Et avec la maturité, maintenant on s'impose à chaque prise de décision 4 filtres qui sont le sens, le temps salarié, le temps bénévole et les finances. Qu'implique l'idée qu'on vient d'avoir. Et si l'idée a rempli les 4 cases, on se lance. Mais s'il y a une case qui nous paraît un peu délicate, par exemple, il n'y a pas assez de bénévoles, ou les salariés sont déjà au taquet, ou alors on n'a pas du tout d'argent pour la faire, souvent on la fait pas et on la garde pour plus tard, quoi. Je suis Pierrick, je suis arrivé dans le projet de la colporteuse il y a 5 ans. Je suis arrivé parce que je fais de la sculpture métal en réemploi, en récup. Je crée ce genre de structure qu'on peut voir dans la cour par exemple. Sculpture monumentale à base de récup, un peu hypnotisante avec des sphères qui tournent. Et après le lieu dans lequel elle est installée lui donne une autre histoire. Et donc je suis arrivé par ce biais-là, sculpture, création, métal, réemploi, soudure. Et en fait je suis arrivé là pour apporter une dimension de transmission à des personnes, quoi. Donc depuis 5 ans, j'œuvre à transmettre via des ateliers de bricolage, via des ateliers de soudure, découverte métal, voilà, la création à base de métal en réemploi. Et petit à petit, la structuration de l'asso a fait qu'aujourd'hui on est devenu organisme de formation et qu'aujourd'hui on développe des formations autour du réemploi bois et métal, qu'on appelle aussi ces formations de recyculture. De l'animation, de la formation autour de ces thématiques-là. En plus d'être animateur, formateur, je coordonne des espaces qui sont situés à 7 km d'ici, qui sont des ateliers partagés, qu'on a développés autour de la construction métal et de la construction bois, et avec une dimension réemploi assez forte. C'est David, je travaille à la colporteuse depuis 9 ans maintenant, et j'ai 2 missions ici, une mission où je suis intervenant technique autour de la découverte du bois, au sens large du terme, et puis aussi j'aménage et j'entretiens le château. Voilà, j'essaie de le rendre un petit peu plus fonctionnel, plus beau. Ça fait partie des aménagements, une étagère, un petit peu tondre, changer les ampoules, voilà, plein de petites choses comme ça qui améliorent le quotidien de l'équipe et puis des différents groupes qui peuvent venir ici. Alors ici on est 11 maintenant, répartis sur différents postes d'animation. Ça va de la cuisine en passant par la savonnerie, la miellerie, le jardin, le bricolage, Pierrick autour du métal et moi autour du bois, et puis une équipe de direction aussi, et l'accueil qui est là, et la jeunesse. Donc voilà, ça fait une belle équipe complémentaire finalement. Et quand les groupes viennent ici, ils viennent bien piocher un petit peu dans nos différents pièges à ennui, ce qui fait que ça fait un séjour un peu multi-activité, on pourrait dire, en fonction de leurs projets, de leurs envies. Et nous, on compose avec leurs souhaits pour qu'ils passent un super moment ici. Voilà, on espère. Ce qui est bien, c'est que quand on arrive de milieux urbains ou périurbains, voilà, on arrive ici, on est en pleine campagne, il y a les vaches qui sont autour. Souvent, on manque un petit peu de réseau. Donc on est par obligation un peu déconnecté de leur quotidien. Puis quand on a passé plusieurs jours ici, quand on a rencontré les colporteurs, quand on a pris le temps de s'asseoir et de manger un bon repas, à la fin, je pense qu'on espère, mais souvent ils sont quand même contents de leur passage ici. L'idée, c'est pas de les convaincre, hein. L'idée, c'est plutôt de semer une petite graine. Voilà, on aime bien cette image-là qui germera plus tard. Ils ramènent ça chez eux et puis ça les interroge. Au moins, c'est ça, on leur propose ici de vivre une expérience. Voilà, on leur demande de faire attention à plein de choses qui font pas partie de leur quotidien. Voilà, ici on trie, on fait attention à l'eau, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention aux uns, aux autres.
Et voilà, des fois ça peut venir un petit peu heurter, frictionner un petit peu leur quotidien, mais voilà, globalement avec le recul ils comprennent que c'est aussi surtout du bon sens. Et c'est quelque chose voilà, qu'on aime bien mettre en avant, qui fonctionne assez bien. Ils rencontrent plein de gens différents, voilà, parce qu'on essaie aussi de croiser les publics. Il y a bien sûr nos adhérents, nos bénévoles, les touristes, les groupes aussi extérieurs qui peuvent venir utiliser le lieu. Et puis après les groupes de passage constitués là, voilà, qui viennent ici en activité et qui se disent ah oui, finalement tout ça se passe de manière un petit peu fluide. Ça fonctionne aussi comme ça, on apprend en vis-à-vis avec les colporteurs, mais aussi juste en côtoyant les différentes personnes de passage. Et ça fait des fois des beaux moments du château, quoi. Et ça, c'est très chouette à vivre. Vous me suivez ? Ce qui va se passer, c'est qu'on va intégrer la soude dans l'eau. D'accord ? Je suis Lolita, je fais partie de l'équipe de la colporteuse depuis un petit peu plus de 10 ans. Et ici, ça a évolué depuis 10 ans, mais aujourd'hui, je m'occupe de la partie apiculture qui se décline à travers un collectif de bénévoles qui est là en formation toute l'année, avec qui on s'occupe de notre rucher, qui a une 15aine de colonies d'abeilles. Donc c'est un rucher pédagogique. En parallèle de ça, il y a toutes les animations qu'on propose au groupe, dans le cadre des formations Être, en ce moment avec un stage mission locale ou avec les autres séjours. Donc animations qui permettent de comprendre le chemin de l'abeille jusqu'à la fleur, jusque le lien avec le jardin, avec la cuisine, etc. Et puis, de ces abeilles a découlé un projet de savonnerie associative dont je suis référente aussi, avec de nouveau un collectif de bénévoles. Donc là, c'est l'école du savon. Et on transforme une partie de notre cire et de notre miel en savon, fabriqué sur place. On fabrique avec la technique de la saponification à froid, qui est une technique artisanale et ancienne qui permet d'utiliser peu d'énergie et de maintenir toutes les propriétés des ingrédients qu'on met dans nos savons. C'est une aventure collective, on s'amuse à créer des savons en fonction des saisons, en fonction des matières qu'on va trouver autour du château. Les groupes viennent profiter de ces animations-là, peuvent découvrir la technique et puis ça fait de nouveau le lien avec la transition écologique qu'on aborde chacun dans nos spécificités ici. Alors ce matin, on était justement avec la mission locale qui est sur sa dernière semaine de stage et avec eux, on a fabriqué un savon qui s'appelle le Biquette. Bi, ça s'écrit B-E-E comme abeille, c'est le nom de notre gamme. Et dans ce savon, il y a notamment du lait de chèvre qui est produit par un petit producteur à côté du château. Je m'appelle Guillaume, je travaille à la colporteuse depuis 5 ans. Je gravite autour de la colporteuse depuis une bonne dizaine d'années. J'étais bénévole avant de travailler ici, dans l'équipe salariée. J'ai créé un jardin pédagogique pas très loin d'ici, donc j'étais prestataire pour la colporteuse avant de venir travailler ici et d'emmener avec moi mon jardin, qui est devenu aujourd'hui un jardin collectif, qu'on fait vivre avec un collectif de bénévoles. De la même manière que l'apiculture et le savon, on a un collectif de bénévoles qui travaillent à l'entretien et aux cultures dans ce jardin. Ce jardin, il vit aussi avec les groupes qu'on accueille. Ça peut être des animations pour des scolaires, jusqu'à de la formation pour des jeunes adultes, voire des adultes en reconversion aussi. Et donc mon rôle, moi, c'est de gérer un peu ces jardins. Donc on a le petit jardin du château, qui est un petit jardin potager. Et puis après, on a un grand jardin qui est à 2 km du château, qui s'appelle le jardin des cabanes, et qui fait 5000 m². Et dans ce jardin, on expérimente plein de choses. Déjà, les graines, on a une grainothèque. Donc, on accompagne les groupes à leur faire comprendre que, en fait, une plante, elle a un cycle de vie et que, du coup, on essaye de récupérer nos propres graines, nos propres semences. Et puis, on les partage, ces semences. On les échange avec d'autres jardiniers amateurs. On a une partie pépinière aussi, où on va faire du semis, du bouturage, du marcottage, de la greffe d'arbres fruitiers. On a une partie des plants qu'on produit qui restent dans l'escarcelle de la colporteuse, qui sont réutilisés dans nos jardins. Et puis une autre partie qu'on va utiliser pour créer des jardins à l'extérieur, quand on fait des animations à l'extérieur. Et puis une dernière partie qui est en vente à prix libre à destination des adhérents de la colporteuse. J'ai une deuxième casquette, je suis le référent pédagogique de l'école Être. L'école Être, c'est l'école de la transition écologique, puisque la colporteuse, c'est à la fois un tiers-lieu, un centre socio-culturel et un centre de formation. On travaille beaucoup avec les jeunes de la mission locale. L'idée, c'est de les remobiliser un peu. La plupart de ces jeunes ont été en échec scolaire ou sont un petit peu
en recherche d'eux-mêmes, on va dire, dans leur vie. Et l'idée, c'est qu'ils puissent un peu toucher à tout ce qu'on fait ici pour leur semer une petite graine chez eux, leur donner peut-être des fois leur susciter des vocations. Donc des fois, on a des bons retours par rapport à ça. Des fois, on a des retours qui sont touchants. Je me souviens d'un jeune, il est venu au départ, il avait les mains dans les poches, il regardait ses pieds tout le temps, il soufflait dès qu'on lui demandait quelque chose, il avait vraiment pas le goût d'être ici. Puis petit à petit, il a commencé à goûter à la soudure, il a touché à ça, il a pris plaisir, et puis il s'est inscrit dans une formation, il a fait une formation de CAP. Et puis aujourd'hui, il est soudeur, et voilà, ça fait partie des réussites qu'on a de jeunes qui passent par chez nous. Bon, là, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a des fois des jeunes qui ont besoin de revenir plusieurs fois pour qu'ils comprennent un peu le sens de tout ça. Là, cette semaine, on a un groupe qui est pas facile. Je pense qu'ils sont encore un petit peu jeunes. Peut-être qu'il va falloir qu'ils reviennent une deuxième fois, peut-être une troisième fois pour certains, pour qu'ils comprennent mieux le lien entre tout ça et eux, leur place dans la société. Je m'appelle Cataline, je viens de Bressuire et aujourd'hui j'ai fait un mini-stage pour créer du savon. J'ai bien aimé l'expérience, c'était cool. On a appris la manière, on va dire, froide de faire du savon. On a mélangé, on a fait de la chimie, on a chauffé des trucs, on a attendu qu'ils refroidissent à une certaine température pour les mélanger, puis que ça nous fasse une sorte de pâte, une pâte de savon. On a mis les goûts, et puis à la fin, on nous a offert un savon. On connaît ce lieu parce qu'on a fait un stage de 3 semaines. On vient de 8h à 16h. On a créé des tables pliantes. Il y a eu une mini-fête au château où il y a eu 150 personnes. Du coup, on a préparé le château, on a mis les lumières. Puis on a créé un abribus. On a créé un abribus avec toute l'équipe. Puis on l'a posé. Pour l'instant, c'était juste une découverte. Avec la mission locale, on peut faire un contrat engagement jeune. Et la mission locale va nous accompagner jusqu'à 18 ans pour l'âge maximum, on va dire, où il faut être dans une formation à pas rien faire. C'est bien, c'est cool. Je suis Nina, animatrice alimentation à la Colporteuse et cuisinière. Je suis en charge des repas quasiment quotidiens de la Colporteuse. Pour les stagiaires, pour les adhérents, pour les bénévoles, sur les animations autour de l'alimentation et de la sensibilisation autour de l'alimentation plus anti-gaspi, etc. J'ai pour mission vraiment de sensibiliser les jeunes, les adultes, etc. autour de la cuisine, donc apprendre à cuisiner, apprendre à gérer les restes, etc. Ensuite, j'ai aussi une mission, c'est vraiment le lien avec les producteurs locaux. Voilà, donc on fait des visites, on cuisine les produits aussi des producteurs locaux. Là, sur l'année 2024, à titre d'exemple, c'est 2700 personnes qui ont été nourries à la Colporteuse. Je cuisine pas toute seule, je suis aussi avec des bénévoles, des stagiaires, des services civiques. Et il y a la cantine du jeudi, la cantine à prix libre. La cantine est ouverte à tout le monde, donc c'est l'occasion pour n'importe qui de venir manger à prix solidaire, donc on peut mettre ce qu'on veut. Et du coup, ça permet un accès à une alimentation saine et durable, parce qu'après, vraiment, ici, on cuisine avec 99% de produits bio. Et une grande partie locale, donc pour les producteurs locaux ça va être 20 km aux alentours maximum, et après aussi on se fournit avec une partie des légumes qui sont produits ici avec l'animateur jardin Guillaume et sa troupe de bénévoles et de stagiaires quoi. L'année dernière pareil, c'est 1 tonne de légumes qui ont été produits par la Colporteuse. Après, il y a aussi une dimension transformation. Là, par exemple, on commence à récolter pas mal de groseilles, de framboises. Donc là, je les conserve un peu. Et puis ensuite, on les transformera en confiture, en sirop, qu'on vendra à prix libre ou au Petit Potin, le bar associatif de la Colporteuse. Et aussi qui sont servis, par exemple, pour des confitures sur des desserts avec des yaourts, etc. Voilà, on essaye vraiment de produire au maximum à partir des produits bruts, quoi. Moi, je suis Nelly, je viens de Thouars, une ville en proximité donc de l'Argentonnais, une ville de 15 000 habitants, et je viens avec le petit groupe de 5 nanas aujourd'hui de l'association Les Attablés. C'est une association qui existe depuis 2022. Qui est toute récente et qui a pris écho au sein du quartier Saint-Médard, qui est l'ancien quartier historique de la ville de Thouars.
cet ancien quartier où toute la vie se passait. Et puis beaucoup de choses se sont transhumées et beaucoup de choses se sont abandonnées. Elle a pris le parti, cette association, avec les gens qui la vivent, de se dire qu'il fallait en tout cas refaire du lien, et on a pris le parti de se dire que c'était autour de la table, comme le nom l'indique, les attablés, et de l'alimentation et de la cuisine, qu'on pouvait faire prétexte à la rencontre et puis recréer des liens entre les habitants du quartier. On a un quartier qui est plutôt chouette, très cosmopolite, avec aussi des gens qui vivent au quotidien et qui n'ont plus forcément les lieux pour se croiser au quotidien. Et donc on se disait que c'était autour de ce sujet-là qu'on pouvait refaire quartier, et notamment peut-être dans un esprit de solidarité aussi. Donc on est venu ici à la Colporteuse pour s'inspirer, parce qu'on sait qu'ici depuis 18 ans, il s'est passé de nombreuses choses, et puis l'association est un foyer de plein de choses. Je crois que c'est indéfinissable, d'une vie au quotidien, de gens qui passent, qui s'installent, qui s'arrêtent, qui font. Et donc on est venu s'inspirer de ce qui se fait là, faire une pause aussi, puis regarder, découvrir, et notamment autour du projet, plutôt autour de l'alimentation, notamment autour de la cuisine des colporteurs, un petit peu s'inspirer de ce qu'ils font ici. Et puis certainement d'autres choses, voilà. Au début, l'association, elle avait envie d'être complètement autonome. Elle ne voulait pas vivre de subventions. Et puis en fait, pour créer le premier emploi, ça a été un emploi jeune. Donc ça a été une première manière en fait de faire vivre l'association, c'était d'avoir recours aux subventions pour pouvoir financer un emploi. Et puis, bon an, mal an, en fait, l'association, elle a aussi reconnue par les acteurs institutionnels, notamment la Caisse d'allocation familiale, qui a reconnu dans l'activité de la colporteuse un lieu comme un espace de vie sociale. Donc, premier agrément, espace de vie sociale de la CAF, qui permet du coup de développer le projet, d'accueillir des nouveaux collaborateurs salariés. L'association, elle est devenue aussi fabrique d'initiatives citoyennes, donc là, plutôt un dispositif État. Et puis, ça a évolué vers un centre socioculturel, qui est une autre étape après l'espace de vie sociale à la CAF, donc avec un soutien financier plus important. Il y a des financements régions qui sont venus compléter le modèle économique sur la partie développement économique du tiers-lieu, notamment la partie atelier ouvert, espace partagé de travail. Et puis, on est devenu organisme de formation avec la possibilité de capter des fonds de la formation professionnelle. Et on a quand même une part d'autofinancement puisque ici on a une cantine associative, on a un bar associatif, on a une miellerie, une savonnerie qui nous permet de générer des ventes, voilà. Et puis on vend aussi pas mal de créations qu'on fait dans le cadre de nos chantiers citoyens ou de nos stages de l'école de la transition écologique. Par exemple, au service du territoire, on a des commandes de collectivités pour du mobilier urbain comme des abribus ou des jardinières, et donc ça on leur vend, voilà. On est dans un château qui ne nous appartient pas, c'est une mise à disposition de la commune, donc très régulièrement en fait on se rencontre avec la commune pour leur expliquer notre projet, pour leur expliquer aussi l'évolution des travaux, des chantiers qui sont menés ici puisqu'ils sont propriétaires, donc ils ont leur mot à dire sur la manière dont ça se passe. Donc la commune elle est à la fois dans la mise à disposition d'un lieu mais aussi dans le financement de l'activité de l'association pour que ce lieu fonctionne. On est très proche aussi de l'agglomération du Bocage-Bressuiret qui nous reconnaît comme un acteur de la jeunesse et nous finance pour cet aspect-là. On est proche de la région Nouvelle-Aquitaine qui nous reconnaît comme un acteur de la formation et qui nous soutient aussi sur le développement de nos actions de remobilisation à l'emploi pour les personnes éloignées vraiment de l'emploi. Voilà, avec les collectivités locales et les élus, en fait, ils nous reconnaissent comme un acteur de leur politique publique, en fait. Après, il y a aussi l'État qui, du coup, nous a labellisés comme fabrique de territoire. On a eu un financement qui nous a permis de consolider les activités du tiers-lieu, notamment, dans ce cadre-là. Au début, nous, on a foncé tête baissée sans faire attention à ce qui existait déjà sur le territoire, et ça peut générer des petits froissements de susceptibilité, ce qui est normal, ça ferait ça à chaque personne, de voir quelqu'un arriver, avoir des idées en pensant qu'il n'y en avait pas sur le territoire alors qu'il y en avait déjà plein. Très rapidement, on s'est dit, en fait, il faut qu'on aille faire connaissance avec le territoire, donc on est sorti du château, qui est un lieu plutôt fermé pour un projet de territoire, c'est un château fortifié, et on a créé des caravanes d'animation itinérantes qui nous ont permis d'aller sur les places, serrer des paluches, serrer des mains et dire, voilà, on est là, si vous voulez, vous pouvez venir. Et c'est ce qui a fait que les gens ont connu la colporteuse et ont osé rentrer à la colporteuse. Et maintenant, je pense que le projet, au bout de 18 ans, est quand même bien ancré sur son territoire. Mais on a appris aussi à se dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde.
Je pense qu'il y a 2 écarts dans la société. Il y a une partie de la société qui part très loin de la transition écologique, on ne les rattrapera pas. Et une autre partie qui s'y met de plus en plus. On pourrait croire que dans le monde rural, il y a déjà ça qui est mis en place sur certaines choses, oui. Mais je pense que nous, ça fait déjà 18 ans qu'on est sur ces questions-là, donc on était un peu précurseurs. Et on n'a pas pris de retard. Donc on a déjà, parfois, par rapport à d'autres structures ou d'autres projets, on a, sans aucune prétention, un petit temps d'avance, parce qu'on a déjà lancé beaucoup de dynamiques sur le jardin, sur la biodiversité, sur le réemploi, et que là, on est au rendez-vous, en fait, des problématiques de société. Et c'est pour ça qu'on peut y répondre de façon plus aisée, parce qu'on avait déjà mis en place des dispositifs et des projets au sein de la colporteuse qui étaient dans cette thématique-là. Ça dit, il reste beaucoup de boulot, mais on commence je trouve, à atteindre des choses. Un exemple concret, c'est maintenant on arrive à prouver, et les collectivités commencent à adhérer à cette thématique-là, de comprendre qu'ils peuvent, par exemple, construire un bien public, l'exemple c'est un abribus, tout en réemploi, avec des jeunes en insertion ou en formation, construit par une asso locale, et qu'au final, cet abribus, il atteint les mêmes objectifs qu'un abribus qu'on achète en plastique ou dans une entreprise qui n'est pas spécialement dans le coin, en fait. Donc là, il y a un cercle vertueux qui s'installe, en fait. Et là, par exemple, on a construit 4 abribus pour la commune. Abribus en bois, à base de lits médicalisés en métal, qu'on recustomise, qu'on refabrique, et qui fait que les jeunes collégiens ou lycéens sont à l'abri du vent, à l'abri de la pluie quand ils vont attendre le bus, quoi. Donc ça, je pense qu'on arrive maintenant à changer un petit peu ça, et que plus on le fera, plus on le prouvera, plus les gens se diront, ouais, finalement, le cercle vertueux en local peut être intéressant. On est sur un territoire rural, sur un territoire d'élevage, donc c'est vrai que notre territoire il est façonné de cette manière-là. On est sur un territoire avec des haies bocagères, donc quand même avec une biodiversité assez riche du fait d'avoir ces haies-là, ces mares aussi. Après, sur le territoire, on a en effet de l'agriculture conventionnelle, mais on a aussi un terreau important de gens qui travaillent dans l'agriculture biologique, dans la paysannerie. En tout cas, on est une autre manière d'aborder le sujet, peut-être avec le grand public. Notre mission à nous, notre objectif, c'est de rendre accessible le bio, de rendre accessible la transition écologique au grand public, en accueillant, en montrant que c'est possible de faire autrement. Et on collabore notamment avec les producteurs locaux, mais on collabore avec certains producteurs, c'est-à-dire ceux qui peuvent fournir notre cantine associative. Et notre cantine, elle ne travaille qu'avec des produits bio, donc c'est déjà un parti pris. Les grands défis de demain ont été déjà enclenchés il y a à peu près un an, où on a travaillé un peu sur une restructuration du projet dans un but de se calmer sur le développement, mais de maintenir l'activité, de la stabiliser, de la sécuriser, que ce soit au niveau fonctionnement budgétaire, que ce soit aussi en fonctionnement humain. On a sécurisé toutes les fiches de poste, les missions des salariés, de façon à ce que les gens sachent pourquoi ils viennent travailler, dans quel cadre ils travaillent, pour se sentir bien en fait, stable. Donc ça c'est un premier travail, et je pense que le projet dans les prochaines années c'est cette stabilité à conserver. Ça sera pas facile parce qu'il va y avoir des crises financières, ça c'est certain. On navigue toujours à vue sur 1 an ou 2 en fonction des appels à projets qui nous ballottent un peu. Mais je pense qu'ici il y a quand même un leitmotiv, une ligne de conduite, un collectif qui est très bienveillant sur le fait qu'ils seront toujours là pour prendre les décisions de savoir où est-ce qu'on va et surtout où est-ce qu'on ne va pas en fait. Donc on fera pas n'importe quoi, ça on en est assuré. Les gens sont là pour se dire ça oui, ça non, et si c'est non, si on prend pas ce mécénat-là, si on prend pas cette fondation-là, si on prend pas cet appel à projet-là, il y aura des conséquences, mais on sera prêt à les assumer. Et je crois qu'on est sur un collectif qui est prêt à assumer les choses. Après, sinon, c'est de maintenir la bonne ambiance et l'accueil, que les gens se sentent bien accueillis. Je crois que ça, c'est un des premiers objectifs qu'on s'est toujours mis, qu'on ressente ici la convivialité, que ça change un peu les esprits. On continue à mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour que le but premier soit atteint, c'est que les gens se sentent bien et retrouvent ou conservent un peu d'estime d'eux en fait, en faisant des choses ensemble en fait. C'est la fin de cet épisode et c'est aussi la fin de ce tour de France des diverses initiatives en faveur de la transformation écologique en milieu rural. Merci à Céline Berthaud, la voix du générique, merci à l'équipe de la NCT pour leur confiance et surtout merci à vous pour votre écoute. À bientôt. Au cœur des tiers-lieux, les éclaireurs de la transformation écologique.